Voilà. Merci de nous rejoindre pour cette troisième rencontre de transmutation dans laquelle on se donne l'occasion de réfléchir à propos de la situation et de la crise actuelle. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir d'abord Pablo Servigne, qui est, ce que vous avez en commun tous, c'est d'avoir été orateur de transmutation et Laurent d'en être un des membres fondateurs. Pablo, tu es intervenu à Transmutation en 2018. Tu es un chercheur français indépendant et transdisciplinaire, un ingénieur agronome diplômé de Jean Blou et docteur en sciences de l'ULB. À 30 ans, tu as quitté le monde universitaire pour te consacrer au mouvement de la transition écologique, à l'agriculture urbaine, à la permaculture et à l'agroécologie. Et tu écris notamment pour le journal écologiste belge Imagine demain le monde. Tu es membre de l'Institut Momentum à Paris. Tu as rédigé pour le groupe des Verts au Parlement européen un rapport sur l'avenir de l'agriculture, Nourrir l'Europe en temps de crise. Et tu es considéré comme un des initiateurs dans le monde francophone de la collapsologie. Tu as coécrit en 2015 Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de la collapsologie. Et puis tu as écrit également Le vivant comme modèle, la voie du biomimétisme. Ah, ça, c'est Gauthier Chapelle. Ça, pardon, voilà. C'est le co-auteur avec qui j'ai écrit L'Entraide. Et une autre fin du monde est possible. Donc, quelque part, tu es un ingénieur qui est un ingénieur environnementaliste, qui, je pense, est devenu un philosophe. Alors qu'on accueille aussi Patrick Vivray, qui lui est intervenu comme orateur en 2016. Patrick, tu es un philosophe, docteur en sciences politiques, ancien conseiller référendaire à la Cour des comptes, initiateur des rencontres Dialogue en humanité et actif dans les mouvements intermondialistes. Tu collabores régulièrement au journal Le Monde diplomatique et à la revue des territoires. Et dans tes nombreux domaines d'intérêt, on a la philosophie politique, l'économie, les mouvements associatifs, les alternatives au développement non durable, le capitalisme vert, les politiques publiques du mieux-être, et tu évoques souvent de nouvelles formes de rapport au pouvoir. Tu aimes à te présenter comme un passeur-cueilleur, partisan de la sobriété heureuse et du bien-vivre. Ici, donc, nous avons un philosophe qui est devenu environnementaliste. Tu es auteur de nombreux ouvrages, dont Le bonheur en marche, La fraternité, j'écris ton nom, ou Pourquoi cela ne va pas plus mal, pour un nouvel imaginaire politique, et La cause humaine du bon usage de la fin du monde. Donc, il y a aussi une dimension… D'un monde. Pardon. C'est quand même pas la même chose. Hein. C'est vrai. Et alors, puis, au passage, je vois que ma fiche Wikipédia est utilisée et moi, je ne sais pas comment la modifier parce qu'il y a des tas de choses qui ne sont plus actuelles dans la fiche. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais et il y a quelque chose que j'espère que je ne vais pas mal te citer. Tu as écrit de multiples signaux alertent l'humanité sur les dangers qui la menacent. La plupart des difficultés ne se situent pas dans l'ordre de l'avoir, celui des ressources physiques, monétaires, techniques, mais dans l'ordre de l'être, de la façon de concevoir sa place dans l'univers, de donner un sens à sa vie, de s'en sentir responsable et de se montrer solidaire de la vie des autres. Je pense que c'est de nouveau assez d'actualité. Alors enfin, Laurent Ledoux, tu es membre de Transmutation depuis sa création, économiste des universités de Leuven, Madrid, Namur, Bologne, fondateur de Physis Partners, société qui promeut la philosophie des entreprises libérées, cher à Frédéric Laloux et Isaac Getz, pour les transformer. Tu as été président du SPF Mobilité, qui est le ministère des Transports belge, où tu as entrepris une révolution en instaurant une gouvernance plus collaborative. Et adepte de la philosophie et des spiritualités, tu es aussi directeur de l'association Philosophie et Management qui organise depuis 20 ans des séminaires mensuels des philos pour managers. Donc, vous avez quand même tous les trois un fameux point en commun qui est la philosophie. Alors, première question peut-être pour Pablo. La crise actuelle démontre notre fragilité et les faiblesses de nos modèles. Quelles faiblesses ou carences te semblent prioritaires à corriger? Est-ce que finalement, on n'assiste pas à une forme d'effondrement de nos organisations? Oui, cette crise, cette pandémie a fait l'effet d'un révélateur, en fait. C'était une radiographie de la fragilité, de la vulnérabilité de nos sociétés qu'on avait décrit déjà depuis des années et qu'on connaît depuis même des décennies. Est-ce que c'est un début d'effondrement? Mais moi, je dirais que c'est déjà en cours depuis longtemps, l'effondrement du vivant, il y a des courants océaniques, des dynamiques de climat,
il y a les inégalités immenses qui sont des facteurs de corrosion des sociétés. Il y a déjà des sociétés, des pays, des classes sociales, des cultures, des langues qui s'effondrent. Donc, ça participe c'est un cran de plus dans ce maelstrom. Mais c'est intéressant parce que c'est une crise qui est venue rapidement et de manière systémique et globale. Elle a montré que, en fait, nos économies étaient très, très interconnectées et que, du coup, ça nous rendait fragiles. Et en fait, on a l'idée qui n'est pas forcément fausse, hein, que lorsqu'on interconnecte les choses, ça rend les choses plus résilientes. Et c'est vrai au début, la mondialisation, le fait qu'on fasse des liens, du commerce, des voyages, etc., ça rend un peu résilient au choc. Mais en fait, il arrive un moment où quand les liens sont trop homogènes, trop rapides, trop, comment dire, pas assez cloisonnés, ou enfin voilà, on arrive dans des dynamiques où on passe de la résilience à la fragilité. Et aujourd'hui, nos économies sont extrêmement fragiles, extrêmement vulnérables. Et c'est ça le paradoxe qu'on démontrait dans nos livres, c'est que notre monde, notre civilisation est très puissante à cause du pétrole, enfin grâce au pétrole, aux énergies fossiles. Et cette puissance immense démiurgique, en fait, elle nous rend extrêmement vulnérables. Et on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir parce qu'on est dans ce coussin de confort, de sécurité qui nous rend, comment dire, arrogants. On croit que les virus, c'est pour le Moyen-Âge, oh, c'était avant, maintenant on ne craint plus rien. On croit qu'on peut maîtriser la nature, on croit, etc. Et en fait, notre anthropologie, enfin notre manière d'être au monde est devenue toxique, enfin, qu'on peut résumer de deux manières. C'est que, en gros, l'humain moderne, là, naturaliste, dirait Descola, c'est-à-dire celui qui considère qu'il y a la nature qui est extérieure, en fait, il n'aime pas être un animal et il n'aime pas mourir. Nous n'aimons pas mourir et nous n'aimons pas être animal. Et voilà, on aime se séparer, se croire supérieur, etc. Et ça, c'est la base, c'est le cœur. C'est en ça que c'est un problème radical, c'est qu'il faut revoir toute notre anthropologie à la racine. Et donc, le deuxième point, c'est par rapport au livre, juste, je termine par ça, l'entraide. Tu citais l'autre loi de la jungle avec Gauthier Chapelle, qu'on a écrit en 2017, je crois. C'est que, en fait, ce confort que nous apportent les énergies fossiles, cette mondialisation, ce semblant d'être riche, en tout cas matériellement, dans les pays industrialisés, et fait qu'on est dans l'abondance. Et l'abondance crée le terreau pour que naissent des imaginaires, des idéologies compétitives et égoïstes. Aujourd'hui, on peut dire à son voisin « j'ai pas besoin de toi » parce qu'on est riche, quoi. On est riche matériellement. Chaque Européen moyen a 500 esclaves énergétiques, consomme énormément. Et donc, c'est déployé depuis quelques décennies un imaginaire, une idéologie ultra toxique pour les sociétés et pour le monde, la biosphère, un imaginaire de compétition, d'agression et de loi de la jungle, en fait. C'est ça qu'il faut absolument défaire. Et aujourd'hui, ce qui est toxique, c'est l'économie qui privatise les profits et qui socialise les pertes. Ça, c'est vraiment courir à la catastrophe. Donc, on voit bien avec cette crise toutes nos vulnérabilités. Et donc, ça laisse une brèche, ça a fait une brèche parce que ça laisse vraiment des pistes aujourd'hui très concrètes, radicales, massives pour prendre un virage dont on a besoin. Mais ce n'est pas sûr qu'on le prenne. Laurent. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pablo. Ce que je voudrais simplement nuancer peut-être, c'est cette interconnexion dont il parle. C'est vrai qu'effectivement, ça a aussi des problèmes en termes de résilience. Mais il faut s'entendre sur aujourd'hui, ce que nous avons surtout privilégié, c'est l'interconnexion marchande, mercantile, qui a effectivement toute une série d'aspects négatifs. En même temps, ce que je pense nous devons absolument, et c'est ce que la crise avant tout, c'est à tous les niveaux. Aujourd'hui,
Ce qui est important aujourd'hui, c'est surtout d'avoir de l'interconnexion en termes de collaboration et de solidarité internationale. Aujourd'hui, on a un risque énorme de repli sur soi des différents pays. Et évidemment, des gens comme Trump, comme Orban, comme tant d'autres ont montré la voie bien avant la crise, mais évidemment, la crise ne va faire qu'accentuer ce risque. Alors qu'aujourd'hui, à mon avis, l'important, c'est précisément de favoriser cette collaboration. Et cette collaboration, elle doit évidemment se faire au niveau international parce que tous les défis, que ce soit le Covid, que ce soit le changement climatique, requièrent une collaboration internationale accrue. Mais je dirais que également la collaboration doit se vivre au niveau même de chaque pays. Et on le voit, je pense qu'on peut le dire déjà aujourd'hui, les pays qui ont réussi le mieux à freiner le déploiement du virus sont ceux où il y a eu une collaboration intense entre les différentes institutions, entre le politique et les citoyens, entre, je vais dire, toutes les forces vives d'un pays pour pouvoir s'unir et collaborer le mieux possible. On le voit, par exemple, si on compare, par exemple, un pays comme notre Belgique, qui est malheureusement assez loin ou qui est en tête du nombre de décès par million d'habitants. Et si on le compare à un pays comme la Corée, je pense qu'un des éléments que l'on voit qui est très marquant, c'est qu'en Corée, il y a une confiance très très forte de la part des citoyens vis-à-vis de leurs institutions publiques, de faire ce qui est le mieux pour contrer le virus, et une collaboration très très forte entre les différents niveaux de pouvoir, entre les différents ministres, ce que malheureusement nous ne voyons pas dans tous les pays. Et je crois que c'est là-dessus que nous devons absolument travailler. Je pense que ça fait écho à ce que vient de dire Pablo également. Pour le reste, je pense qu'effectivement, cette crise, au-delà d'une crise sanitaire, c'est une crise des valeurs, une crise même spirituelle, on pourrait dire, qui remet en cause nos visions de la vie, de la mort, de plein de choses. Mais nous aborderons peut-être cette thématique-là par après. Patrick, notre monde de fragilité. Oui. Alors, d'abord, la question de la fragilité, elle me touche particulièrement, puisque en plus, je viens d'apprendre à l'instant le deuil d'un ami. Et je pense que le rapport à la fragilité est un élément clé du changement de posture à laquelle nous invite cette pandémie. Je suis frappé du fait que quand on regarde par exemple l'histoire d'astronautes, qui pour la plupart d'entre eux ont été des pilotes d'essai et même des pilotes de chasse, ils ont opéré un changement de posture à partir du moment où ils voyaient la Terre vue de l'espace. Quand ils étaient pilotes de chasse, ils étaient dans une posture de domination, de surplomb et de guerre. Quand ils deviennent astronautes, les deux mots-clés qu'ils utilisent, c'est le terme de fragilité, justement, et le terme d'émerveillement. Émerveillement parce qu'ils sont saisis par la beauté de cette petite planète bleue qu'ils voient depuis l'espace, et fragilité parce qu'ils ont tout de suite le sentiment de la fragilité écologique. Il suffit de regarder la fine couche atmosphérique, mais aussi fragilité du rapport de cette espèce à ces écosystèmes et le risque qu'elle peut prendre de détruire ces écosystèmes vitaux et de se détruire elle-même. Donc, il y a, je pense, d'avancer vers une nouvelle approche de la géopolitique que si l'on fait ce changement de posture. Et toutes les postures de puissance dominatrice classique, que ce soit celle aujourd'hui de Trump et de Bolsonaro, mais aussi de Xi Jinping, de Erdogan et tous les régimes autoritaires, ont pour point commun d'être dans ce déni de la fragilité, de continuer une logique de puissance dominatrice et de ne pas voir que ce dont nous avons impérativement besoin, c'est d'une puissance qui soit une puissance créatrice. Et donc, je mets ça en lien avec une autre question
qui croise aussi vos propos aux uns et aux autres, qui est l'intérêt de l'approche de type archipel que quelqu'un comme Édouard Glissant, qui était à la fois philosophe et poète antillais, a développé, parce qu'elle permet, je crois, de lier l'importance des identités racines, l'importance des enjeux de territoire, mais aussi l'importance de l'enjeu mondial, puisque cette pandémie est mondiale. Et quand il oppose ce qu'il appelait la mondialité à ce qu'on a appelé en français la mondialisation, qui en réalité était uniquement une globalisation financière et qui se moquait éperdument de la plupart des grandes questions mondiales, je pense qu'il touche juste sur l'articulation entre un commun, mais ce commun n'est acceptable par les peuples et les cultures que si ce commun n'appartient à personne, n'est privatisé par personne. On le voit au niveau géopolitique avec la question des océans, la question des pôles, la question de l'espace. Dès qu'un commun est approprié par tel ou tel acteur, il cesse d'être un bien commun aux yeux des différents acteurs. Et à ce moment-là, ce que Glissant appelle les identités racines, les cultures et les peuples notamment, ont tendance à se refermer et à basculer dans des formes de repli identitaire. Nous ne pouvons réussir l'articulation entre la vision planétaire dont nous avons besoin de l'émergence d'une conscience planétaire et à tous les niveaux, y compris au cœur des quartiers de nos villes-mondes, que si en même temps ce commun planétaire est un commun qui n'est pas considéré comme capté, comme propriétaire par quelque force économique ou politique que ce soit. À ce moment-là, les identités racines des peuples et des cultures peuvent être contributrices à ce commun et rentrer en relation avec d'autres identités racines. Voilà pourquoi je lis ce changement de posture à la géopolitique et au rapport entre la fragilité et l'émerveillement. Pablo, le bien commun, comment doit-on aller dans cette direction? Qu'est-ce que révèle la crise actuelle sur ce besoin de bien commun? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Dans notre livre L'Entraide, en fait, on montrait qu'on a fait la synthèse un peu de tout ce qu'on sait sur les biens communs, sur la manière de coopérer, sur comment les groupes s'entraident au sein d'un groupe, mais entre les groupes, etc. On montrait qu'il y avait effectivement 3 sentiments à ressentir pour aller très spontanément vers la prosocialité. En fait, nous les humains, on est câblés pour la prosocialité de manière extraordinaire au niveau neuronal, au niveau hormones, au niveau social, au niveau apprentissage, tout, épigénétique. Enfin, c'est vraiment avec une culture de la prosocialité très, très, très développée. Donc, il suffit de petits leviers pour aller vers une entraide et un bien commun. Sauf que ces petits leviers, ils sont très fins, très délicats. C'est vraiment, il faut redevenir compétent en entraide, alors qu'aujourd'hui, on est compétent en compétition. On a des facs d'économie, des business schools, vraiment des prix Nobel pour détailler des équations mathématiques sur la compétition. Mais en coopération, on est devenu assez incompétent et on laisse ça à la, à l'intuition, au bon vouloir. Oui, voilà, faut redevenir compétent. Et les 3 sentiments à ressentir, c'est le sentiment de confiance, le sentiment de sécurité et le sentiment de justice, de fairness en anglais, d'équité, pardon. Et donc, si à l'inverse, on sent de l'insécurité dans un groupe, et c'est ce que tout le monde ressent aujourd'hui, parce qu'on a mis tout le monde en compétition. Si on ressent de l'injustice, de l'inéquité, ou si on ressent une perte de confiance, de défiance ou de méfiance, alors là, c'est hyper toxique. L'un des 3 peut être hyper toxique. Aujourd'hui, on a les 3. Et toxique dans le sens où on se recroqueville, comme disait Patrick,
vers des petits groupes, voire les individus eux-mêmes. Aujourd'hui, on a atomisé, là, dans notre idéologie de la compétition et du libéralisme, on a atomisé, les individus sont tous en compétition entre eux. Et donc, on remet nos petits clics d'autodéfense et ça nous stresse. C'est hyper stressant, la compétition. Et donc, refaire des groupes, des membranes, refaire de la confiance, comme disait Laurent, refaire un sentiment de sécurité, se sentir bien dans un groupe. Je prends un exemple, l'Europe. L'Europe, ça a été construit en mettant en compétition les peuples et la membrane européenne de sécurité, c'est-à-dire se sentir bien en tant qu'Européen. Donc, ça passe par la culture, une armée commune, une police commune, une sécurité sociale commune, plein de choses qui mettent en sécurité les peuples. Ben, ça n'a pas été fait. Donc, on a mis en compétition. C'est-à-dire que la membrane européenne, elle est très faible. Et du coup, ça risque de disparaître très vite. Et quelle est la membrane de sécurité la plus spontanée? C'est les identités régionales et nationales. Donc, le libéralisme, mécaniquement, donc la mise en compétition de tous, mécaniquement, fait monter les nationalismes et les régionalismes. Je pense à la Catalogne, au Pays Basque, au Breton, etc. Ce qui est un peu la même chose, hein, mais aux choses les plus spontanées. Donc voilà, retravailler ce sentiment de confiance, de sécurité et d'équité, c'est essentiel. Ce qui montre que les politiques égalitaires sont vraiment très importantes. Et là, on le sent entre les pays. C'est-à-dire que les grands pays qui font n'importe quoi, à l'ONU ou dans la géopolitique internationale, ceux qui sont puissants, par exemple les États-Unis ou la Chine, qui mentent, qui font n'importe quoi et qui donc sentiment de méfiance, d'indignité, justice, sans sécurité, mais eux, ils créent un désordre international. Donc voilà, on n'a pas les conditions, on a les compétences, on a les savoirs, mais on n'a pas actuellement les conditions pour aller vers une coopération internationale et même nationale. Et donc, ça met en danger les biens publics et les biens communs. Mais est-ce que ce qu'on vit pour le moment dans la crise du Covid, à savoir qu'on est tous confinés, donc là, on a un sentiment d'égalité, hein, le fait aussi qu'on partage une angoisse commune, et le fait qu'on a un besoin de solidarité, est-ce que ce n'est pas au contraire révélateur, une belle opportunité pour souligner ce bien commun, en tout cas ce vécu commun qu'on a finalement dans l'ensemble de la planète? Tout à fait, ouais. Je vais laisser la parole aux autres, mais je suis absolument d'accord. Par contre, juste dire qu'il y a actuellement, le confinement crée des inégalités immenses. Moi, je suis à la campagne, c'est très, très, très facile et très plaisant le confinement, hein. Je referai 3 mois de plus à l'aise. Et on a un potager, on peut aller à l'extérieur, il y a des forêts, on a à manger, on va vers de l'autonomie, on a une super relation avec les voisins, etc. Et donc, en ville, en banlieue, il y a une augmentation des contrôles, des violences conjugales, des violences sur les enfants. Enfin, au niveau de la nourriture, c'est de la malbouffe. C'est vraiment très difficile. Donc, ça augmente aussi les inégalités. Laurent ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Pablo. Moi, je participe donc depuis ce confinement à une plateforme d'entraide, effectivement, qui vise à mettre en relation des personnes fragilisées, qu'elles soient par exemple handicapées ou trop âgées que pour se déplacer, et des bénévoles qui vont faire leurs courses ou qui prennent du temps pour leur parler par téléphone. Et de la même façon, nous avons mis aussi en relation des maisons de repos, donc en France des EHPAD, qui sont en besoin de personnel et surtout pour parler, prendre du temps avec les personnes âgées. Ça fait écho à tout ce qu'a dit Patrick sur la fragilité et sur la prosocialité dont parle Pablo, parce que ce qui est incroyable, c'est le nombre de bénévoles que nous avons réussi à mobiliser en quelques jours, des milliers de bénévoles, et bien sûr toute une série de personnes âgées qui ont fait appel à nos services. Par contre, là où effectivement ça devient plus compliqué, c'est dans l'articulation des politiques pour faciliter en fait l'expression de cette solidarité et de ce bénévolat. Et c'est là qu'on retrouve toutes les problématiques qu'on vient d'évoquer tout à l'heure avec Patrick et Pablo, c'est-à-dire qu'on a des responsables politiques ou des administrations qui ne sont pas nécessairement animés de cet esprit de collaboration et qui parfois inconsciemment
freine en fait l'expression de cette solidarité. Et je pense qu'un de nos défis alors, c'est vraiment de réinstaurer cet esprit, donc comme l'a dit Pablo, qui est l'opposé de la compétition, de solidarité, de collaboration, de coopération, qui permet véritablement de bien fonctionner, de faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés maintenant. Y compris, bien sûr, on parle beaucoup du Covid maintenant, mais je crois qu'un défi bien plus important encore que le Covid, c'est effectivement le changement climatique pour lequel nous sommes encore nulle part ou pas très très loin. Et donc là, il y a un véritable défi. Alors, en quelques mots, et ça fait écho aussi au point que disait Pablo en termes de confiance, de sécurité, de justice, eh bien, ça passe aussi par effectivement une confiance, mais qui s'établit au travers d'une clarification des rôles et des responsabilités de chacun, de chaque institution, et d'une confiance qui peut s'établir entre ces institutions pour pouvoir faire effectivement ce qu'il est attendu d'eux. Et de ce point de vue-là, je pense que malheureusement, si bien sûr, comme l'a dit Pablo, nous avons des gènes importants de prosocialité, nous avons aussi des gènes qui vont à l'encontre de cela, qui sont dans les spiritualités, on les appelle l'ego, mais qui nous freinent et qui font que certains, en fait, ou certaines, tirent avant tout les choses vers eux. Ça peut être des Trump ou autres, mais ça peut être à de plus petits niveaux, des gens qui, en fait, empêchent l'expression de ces solidarités parce que ça diminuerait le sentiment de puissance et de pouvoir qu'ils ont. Et c'est cela, à mon avis, qu'il faut essayer de changer. Et peut-être cette crise est-elle l'occasion d'y travailler. Patrick, je laisse la parole à Patrick. Toi qui as écrit, qui t'a intéressé aux politiques publiques de mieux-être, qu'est-ce que tu penses du rôle des autorités publiques dans ces crises? Oui, si on repart de ce que Pablo et Laurent viennent de dire, on voit bien qu'il y a une contradiction entre un mouvement des humains qui irait plus spontanément vers la solidarité. D'ailleurs, on voit bien, dès que surgit une catastrophe, la plupart des réactions sont plutôt des réactions de solidarité, de soins, que des réactions de sauve-qui-peut et égotiques. Mais par contre, on a des modèles économiques et politiques qui, eux, ont été surdéterminés par des logiques de rivalité, même pire que de compétition, de rivalité pouvant déboucher vers la guerre. Et donc, on voit bien que des bouleversements du type de ceux que l'on connaît et que l'on connaîtra de plus en plus, parce que ça n'est pas du tout une crise, ce que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment un élément parmi d'autres d'un bouleversement systémique. Ça entraîne à la fois un changement de posture sur le plan économique de ce qu'on appelle richesse, c'est-à-dire de repartir du fait que la richesse, c'est d'abord ce qui compte et non pas ce que l'on compte. Et on le voit bien aujourd'hui avec le fait que même des gouvernements qui sont très marqués par le système dominant sont obligés de faire passer la question de la sécurité sanitaire avant l'enjeu proprement économique. Même notre président en France, Macron, a été amené à dire qu'il en coûte. Et donc ça, c'est un bouleversement de nature économique qui renvoie à un débat fondamental sur lequel moi j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler dans mon rapport au gouvernement sur la richesse, qui est repartir du fait que ce qu'on appelle richesse, la façon dont on la nomme, la façon dont on la compte, la façon dont on l'échange, ne peut plus être organisé autour d'indicateurs tels que le produit intérieur brut, qui va allègrement mélanger des activités dangereuses et destructrices avec des enjeux qui, eux, peuvent être bénéfiques. Donc ça, c'est le bouleversement du rapport à l'économie. Et puis, un point commun de ce que les uns et les autres ont dit, c'est effectivement le bouleversement du rapport aux politiques. Nous avons besoin d'un politique qui accompagne et démultiplie ce qu'est un mouvement plutôt
présent chez les personnes et au niveau local de réaction de solidarité et qui construit les politiques publiques sur ce terrain-là. Et là, au passage, il y a une forme de ce qu'on peut appeler une ingénierie démocratique qui est essentielle. Parce qu'on voit bien, par exemple, que dans la pandémie actuelle, on a besoin à la fois de l'alerte et de la divergence, et en même temps que cette alerte et cette divergence ne peut être reçue que si elle ne s'opère pas dans un climat agressif ou insultant. Avec Pablo, on a eu ces derniers temps une expérience tout à fait passionnante qu'on a appelée une construction de désaccords sur un débat autour de la collapsologie. Et plus on avançait dans ce débat, et plus on était capable d'approfondir ce qui faisait divergence entre les protagonistes de ce débat, plus en même temps on levait des malentendus, des soupçons, des procès d'intention, et on voyait progresser la qualité relationnelle et la qualité cognitive du groupe. Eh bien, je trouve que c'est un peu le même enjeu qu'on voit actuellement. Si on veut éviter ces alternances qui sont complètement contre-productives, d'une démocratie qui est complètement organisée sur de la rivalité, avec de la régression simplificatrice et binaire, et puis arriver des périodes de catastrophe, là, tout d'un coup, on passe à l'inverse, c'est-à-dire à une forme d'union sacrée. Dans les deux cas, ça ne marche pas. Nous avons besoin, au contraire, de la divergence, de l'alerte, de tout ce qui fait que dans une communauté humaine, elle est riche en informations à cause de cette qualité de différence et de divergence, mais cette qualité-là ne peut être reconnue que si elle n'est pas intégrée par ailleurs dans un système qui est régi par la rivalité ou par conséquent toute reconnaissance de doute ou de point de fragilité est considérée par autrui comme étant un signe de faiblesse et un point rendu. Donc, je crois que ce bouleversement du rapport au pouvoir qui est en jeu, c'est-à-dire sortir du pouvoir comme domination qui se nourrit de la dépression, mais aller vers ce qui est d'ailleurs le sens grammatical du verbe pouvoir en français, c'est-à-dire un verbe auxiliaire écrit en lettres minuscules et qui n'a de sens qu'avec des compléments, donc un pouvoir de création qui à ce moment-là est démultiplié par la coopération, va bouleverser aussi notre rapport aux politiques. Pablo? Ouais, je voulais juste ajouter... On met beaucoup de milliards sur la table, hein, que ce soit au niveau européen, au niveau national, au niveau régional, local. Comment faire qu'on ne retournions au business as usual? Parce que finalement, ces milliards, c'est pour promettre à tous les gens de dire vous ne souffrirez pas de la crise, tout sera comme avant. Comment engager le tournant à cette occasion? Bah, je n'ai pas de solution miracle. Je sais qu'il y aura, mais justement, il faut s'associer, il faut faire des rapports de force. Ce que nous a montré cette crise, c'est que, enfin, cette pandémie, c'est qu'il y a des masses qui sont tombées. C'est-à-dire il y a clairement eu des adversaires désignés, je peux dire le mot, dans ceux qui font des tribunes pour une relance des secteurs toxiques, des secteurs qui bousillent le climat, qui détruisent les écosystèmes. Donc, il y aura des rapports de force. Je pense qu'en France, la rentrée ou le déconfinement sera social. S'il n'y a pas de grève et de manif, je ne comprends pas, parce que chacun y va de ses propositions dans cette brèche. Il y a eu un foisonnement ce mois dernier de propositions dans tous les sens, c'est multicolore. Maintenant, il y a des associations qui se font pour faire porter des voix un peu plus fortes. Il y a des regroupements et les lignes de fracture politique vont se redessiner. C'est vraiment intéressant. Le problème, c'est que, mais j'en viens à ce que disaient Laurent et Patrick juste avant, c'est intéressant sur la coopération. Et c'est qu'on a vu avec cette pandémie, la pandémie, elle est caractéristique que c'est pas une catastrophe comme les autres. C'est-à-dire que pour pallier une pandémie, il faut absolument de la confiance. Si on n'a pas confiance dans les élites et les gouvernements, c'est catastrophique. Ça fait des nombres de morts hallucinants. Les États-Unis ont souffert de ça
pendant la grippe espagnole en 1918, ils ont été dans le déni. Ils ont dit non, mais il n'y a pas de catastrophe. Ils n'ont rien dit, ils n'ont pas communiqué. Et quand ils ont communiqué, ils ont menti. Et ils disaient, le mantra à l'époque, c'était « la peur tue plus que la maladie ». Et du coup, l'effet pervers, ça a été une perte de confiance, une défiance extrême des populations qui ont commencé à être malades, qui sont morts en masse, ils saignaient des yeux, c'était horrible, ils crachaient du sang et ils mouraient. Et donc, ils ont eu beaucoup plus peur que si le gouvernement avait communiqué clairement, scientifiquement. Il n'y avait pas d'accès à la vérité. Et donc, ça a été catastrophique au niveau politique. Donc, ça a besoin de vérité. Et le truc, c'est que la pandémie aussi, elle a montré le besoin de l'État-providence. On a besoin de systèmes qui prennent soin, pas qui tapent sur les gens. Là, on voit l'ultra-surveillance qui arrive avec les drones enfin, c'est vraiment n'importe quoi. L'État régalien qui se renforce alors qu'on a besoin de prendre soin. Et ça, c'est assez beau à voir. Et donc, il y a eu aussi, ça c'est un petit espoir, un retour des États souverains. C'est-à-dire que les États se sont dit, ah, mais en fait, on a les leviers. On peut bloquer ce qu'on veut. Le there is no alternative, bon, finalement, on ne peut rien contre cette finance, on ne peut rien contre le système. En fait, c'est faux. C'est juste une idée comme ça. Toute l'économie, toute la politique et la monnaie, c'est des conventions. On peut faire ce qu'on veut. Donc, effectivement, un retour des États souverains, ça veut dire un risque d'aller vers des États de surveillance et de puissance, de pouvoir au mauvais sens du terme, comme disait Patrick. Mais ça comporte aussi un espoir d'aller vers une transition ou un virage serré de manière coordonnée, comme un plan Marshall, un New Deal, etc. Donc, et juste pour terminer, parce que c'est en rebond à ce que vous avez dit, et Laurent, tu dois être bien confronté à ça, c'est la question du hiérarchique pyramidal. Gauthier Chapelle, l'ami avec qui j'ai écrit Le biomiméticien, le biologiste, avec qui j'ai écrit L'entraide, c'est son cheval de bataille. En fait, les organisations hiérarchiques pyramidales, et en particulier l'État, sont extrêmement toxiques, surtout à grande échelle, parce qu'elles favorisent la compétition, le chacun pour soi, la défiance, le secret, la culture du secret, etc., et la centralisation. Et tout ça mène à une hétéronomie, le contraire d'autonomie, c'est-à-dire une dépendance des peuples. Et on a besoin d'aller vers l'inverse, décentralisation, autonomie, diminution des hiérarchies pour pouvoir avoir de l'horizontalité, de la confiance, de l'égalité, des sentiments beaucoup plus sains et pro-sociaux. Donc, c'est la question de la volonté de puissance, comme disait Patrick, et de la hiérarchie pyramidale. Ça me paraît clé dans l'avenir. Par exemple, si vous réfléchissez bien, qu'est-ce qui a fait que les élites actuellement, qui sont pour l'économie mondialisée, ont arrêté l'économie mondialisée? C'est juste la volonté de puissance. Ils se sont dit, mais on a la puissance de le faire. Et ça les fait kiffer, en fait. C'est cette volonté de puissance, parce qu'ils n'auraient jamais perdu des milliards comme ça. C'est aussi la peur, et évidemment la peur que le virus touche les élites. Quand les élites ont peur de mourir, ils font quelque chose. Mais il y a aussi une volonté de puissance derrière. Et ça, c'est aussi très risqué. Bref, j'arrête parce que je prends beaucoup la parole, mais j'aimerais vous entendre. On va faire un dernier tour. Donc, je propose peut-être qu'on termine sur une réflexion optimiste. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir que le monde va changer et qu'on peut donner un message optimiste? Moi, ce qui me donne... Non, vas-y, Laurent, commence. Mais moi, ce qui me donne espoir, c'est que, en fait, la clé de tous ces changements qu'appelle, entre autres, Pablo, au travers de ce qu'il vient de dire et auquel je souscris pleinement, c'est que la clé de tout cela, elle est en fait à la fois très simple et très difficile, mais elle dépend de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que pour pouvoir sortir de ces rapports de pouvoir, nous pouvons y arriver, pour autant que nous fassions un travail sur nous-mêmes, sur notre ego, sur nos désirs, sur nos peurs. Et cela, entre guillemets, ne coûte rien. Cela ne demande aucune consommation de ressources naturelles, si ce n'est du temps pour pouvoir nous introspecter et essayer d'arriver à une certaine paix avec nous-mêmes par rapport à tout cela. Et ça, c'est vraiment, entre guillemets, à la portée de tout le monde, si on le veut. Et de ce point de vue-là, paradoxalement, le confinement peut être aussi une invitation
à prendre ce temps pour nous-mêmes et réfléchir sur nos désirs, nos peurs, etc. Et je dirais que mon espoir serait que le confinement, malheureusement, je sais que ce n'est pas tout à fait le cas, le confinement soit l'occasion pour nos dirigeants politiques de faire ce travail sur eux-mêmes, d'introspection, car c'est à mon avis la clé fondamentale pour que nous sortions des systèmes dans lesquels nous sommes empêtrés et que Pablo vient d'évoquer, hiérarchiques, pyramidaux, etc. Donc, mon espoir, c'est que, en fait, paradoxalement, les crises soient l'opportunité d'avoir cette réflexivité sur nous-mêmes, à commencer par ceux qui ont les plus grandes responsabilités politiques aujourd'hui. Merci Laurent. Patrick, ton espoir? Comme dans toute période de bouleversement, on assiste à une double polarisation. Polarisation régressive et polarisation créative. En matière de polarisation régressive, on est servi, mais je pense qu'on continuera à voir pire. Hein. Et il y a pire que la simple tentative de relance du monde d'avant. Hein. C'est André Gortz qui avait évoqué une hypothèse qui est, je crois, tout à fait importante à prendre en compte, qui, disait-il, était nous risquons une sortie barbare du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme sous la forme que l'on a connue, par exemple, avec ce qu'on a appelé le néolibéralisme, le capitalisme financier globalisé, etc., il est partout en recul, et y compris les deux pays, l'Angleterre et les États-Unis, qui avaient été en pointe dans les années 80, sont aussi les deux pays où la logique du nationalisme autoritaire sont réapparues très, très fortement. Et donc, dans la polarisation régressive, il y a bien pire que ce qu'on a appelé pendant une quarantaine d'années le néolibéralisme. Mais il y a aussi la polarisation créative. La polarisation créative, elle s'appuie sur tout ce qu'on a dit les uns et les autres. C'est quelque chose qui traverse à la fois nos vies personnelles, la question du discernement éthique, la question du travail sur soi, mais c'est aussi la question qui traverse l'humanité dans son ensemble. Avec les dialogues en humanité, nous disons l'humanité a des rendez-vous critiques avec elle-même. Elle peut se perdre dans tous les sens du terme. Elle a même l'embarras du choix sur les façons de se perdre. Elle peut s'autodétruire par arme de destruction massive, elle peut détruire ses écosystèmes vitaux, elle peut s'autodétruire par fatigue d'humanité. D'une certaine façon, le transhumanisme, c'est une espèce de fatigue d'humanité. L'humain, c'est trop compliqué, faisons confiance aux robots. Mais elle peut aussi progresser, faire un pas dans sa qualité d'humanisation. C'est tout l'enjeu de ce que nous appelons au dialogue le projet d'anthropocène positif, la possibilité que Homo sapiens, qui, comme le dit Edgar Morin, à l'évidence, est plus Homo sapiens des que sapiens sapiens, mais qui, à défaut d'être une origine, sapiens sapiens puisse être un projet, c'est-à-dire la rencontre du premier sapiens, celui de l'intelligence, et à ce moment-là de l'intelligence coopérative et interconnectée, le bon usage de la mutation informationnelle, je préfère utiliser ce terme plutôt que le terme réducteur de révolution numérique, et le sapiens de la sagesse, qui nous met en contact à la fois avec des traditions de sagesse ancestrale, celle par exemple des peuples racines, et qui nous amène nous aussi à travailler sur notre propre sagesse, notre propre essentiel. Et à ce moment-là, on peut dire l'humanité peut grandir, l'humanité peut faire un pas décisif dans la voie de sa propre humanisation. Et ça, c'est ce que dit aussi Edgar Morin sur le rapport Eros-Thanatos. Et moi, j'aime bien utiliser le terme humoristique de « vive la stratégie érotique mondiale » pour caractériser ce chemin. Voilà, un beau mot de la fin. Merci à tous les trois pour cette superbe rencontre qui va certainement nous faire progresser à titre individuel et j'espère faire progresser les organisations.